Je suis allongé sur le métal froid de la table d'opération. La lumière blanche du ciel m'aveugle les yeux. Elle est si vive. J'ai envie de les fermer de toutes mes forces. Mais je ne peux pas. Mon corps entier est raide. Et ce n'est pas à cause du froid. C'est à cause d'un sentiment d'étouffement. Comme si le destin lui-même me serrait le cou. Le bip, bip régulier du moniteur cardiaque est un rythme constant. Mais chaque battement est comme un marteau qui frappe ma tête. J'entends chaque son dans la pièce avec une clarté cristalline. Le cliquetis métallique des instruments que l'infirmière arrange. Le bruissement du papier lorsque le docteur Fournier examine mon dossier. Et même les faibles murmures de l'autre côté de la vitre. Où ma belle-fille, Chloé, se trouve avec ses parents. J'essaie de lever mon regard vers cette vitre opaque. Chloé est là. Les bras croisés sur sa poitrine. Avec un regard aussi tranchant qu'une lame de rasoir. Elle murmure quelque chose à ses parents. Mais ses yeux ne me quittent jamais. C'est comme si elle me donnait un ordre silencieux. Signe-le. Fais-le. N'hésite pas. J'ai déjà signé le formulaire de consentement pour donner mon rein à mon fils. Adrien. Ce papier doit être quelque part sur le bureau du médecin maintenant. Avec ma signature tremblante et mon engagement immuable. L'infirmière tient la seringue. Et l'anesthésique brille sous la lumière. Je ferme les yeux. J'essaie de prendre une profonde inspiration. Mais ma poitrine semble aussi lourde que du plomb. Je pense à Adrien. Mon fils aîné. Que j'ai élevé et pour qui j'ai sacrifié toute ma vie. Il est dans la pièce d'à accent grave côté. Faible. Attendant mon rein pour survivre. Je me dis, c'est la bonne chose à faire. En tant que mère, je dois le faire. Mais pourquoi est-ce que je ressens ce vide dans mon âme? Cette anxiété sans nom? Soudain, un bruit assourdissant me fait sursauter. La porte de la salle d'opération s'ouvre à la volée. Et une rafale d'air froid s'engouffre, faisant trembler et cliqueter le plateau d'instruments sur la table. La pièce entière semble retenir son souffle. J'ouvre les yeux, essayant de lever la tête, même si les sangles me tiennent fermement. Mon petit-fils de 9 ans, Léo, entre en courant comme une petite tornade. Ses baskets sont couvertes de boue. Son uniforme d'école est froissé. Et sa petite poitrine est soulevée par une respiration haletante. Derrière lui, une infirmière terrifiée le poursuit en criant « Mon petit, tu ne peux pas entrer ici. Mon Dieu. Arrête-toi. » Mais Léo ne s'arrête pas. Il court droit vers moi. Ses grands yeux ronds remplis de peur, mais aussi de détermination. « Mamie, » dit-il d'une voix tremblante, si claire qu'elle me serre le cœur. Je dois dire à tout le monde pourquoi papa a vraiment besoin de ton rein. La pièce entière tombe dans un silence absolu. Le bip, bip du moniteur cardiaque résonne maintenant plus fort, comme s'il voulait déchirer l'espace. Un médecin à proximité laisse tomber une pince chirurgicale. Le son du métal heurtant le sol en marbre est assourdissant. Une rupture nette dans la tension. Je regarde Léo. Mon petit Léo. Que je porte encore dans mes bras et à qui je lis des histoires tous les soirs. Il est là. Serrant un vieux téléphone portable. Le visage pâle. Mais les yeux brillants. Que sait-il? Pourquoi dit-il cela? Mon cœur s'emballe comme s'il voulait sortir de ma poitrine. Je veux crier. L'interroger sur le champ. Mais ma gorge est si sèche que je ne peux pas prononcer un mot. Le docteur Fournier, le chirurgien en chef, fronce les sourcils. Il lève une main, signalant à toute l'équipe de s'arrêter. Sa voix est profonde mais tranchante. Quoi que tu aies à dire, dis-le maintenant. Je vois son regard passer sur moi et se poser sur Léo.
Comme si lui aussi était pris dans ce moment étrange. De l'autre côté de la vitre, Chloé frappe à la porte, faisant trembler la vitre. « Ne l'écoutez pas !» crie-t-elle d'une voix aiguë, presque hystérique. Ce n'est qu'un enfant. Il raconte n'importe quoi. Mais le regard de Chloé n'est plus froid. Il tremble de panique, comme si un secret était sur le point d'être révélé. Léo ne regarde pas sa mère. Il ne regarde que moi. Serrant le téléphone dans sa petite main si fort que ses jointures deviennent blanches. Il prend une profonde inspiration, comme s'il rassemblait tout le courage de sa vie. Je veux me redresser, le serrer dans mes bras, lui dire de ne pas avoir peur. Mais je ne peux pas bouger. Je ne peux que regarder. Et dans les yeux de mon petit-fils, je vois une douleur, une vérité qu'il essaie de mettre en lumière. En cet instant, alors que toute la pièce retient son souffle, les souvenirs du passé m'envahissent comme une avalanche. Ces jours où je pensais que ma famille était un cercle fermé, plein d'amour et de confiance. Je me souviens de ma vieille maison à Lyon, où chaque coin sentait le désinfectant, une odeur à laquelle je m'étais si habituée que je ne la remarquais même plus. J'ai 67 ans, mais parfois je me sens beaucoup plus vieille, comme si le temps m'avait volé ma vitalité il y a longtemps. Mon mari, Jean, est cloué au lit depuis plus de 10 ans. Il est assis dans son vieux fauteuil roulant, dont les roues grincent chaque fois que je le pousse dans le jardin pour prendre l'air. Il ne parle presque jamais. Seulement de temps en temps, il laisse échapper un soupir, le regard perdu dans le vide. Une fois, je lui ai pris la main et je lui ai demandé, « Jean, es-tu fatigué de cette vie ?» Il a juste cligné des yeux, sans répondre. Je ne sais pas s'il m'a comprise ou si je parlais seule. Cette maison était tout mon monde. L'endroit où j'ai élevé mes 2 fils, Adrien et Julien. J'ai tout fait pour qu'ils s'en sortent. Je me levais à l'aube pour aller au marché de la Croix-Rousse vendre des légumes. L'après-midi, je m'asseyais pour coudre des vêtements pour les voisins. Et parfois, je veillais jusqu'à minuit pour repriser des chemises déchirées et les livrer à temps. Mes mains étaient devenues rudes et calleuses, mes ongles toujours sales de terre. Mais je ne me suis jamais plainte. Je voulais juste qu'Adrien et Julien aient une vie meilleure, qu'ils ne souffrent pas comme moi. Adrien, mon fils aîné, était ma fierté. Il était fort, grand. Il travaillait dans le bâtiment et rentrait toujours à la maison avec un rire sonore. Mais ces dernières années, il a commencé à faiblir. Au début, ce n'était que de la fatigue. Puis, peu à peu, je l'ai vu pâlir, les yeux cernés. Et une fois, j'ai ressenti une terreur horrible quand il m'a dit qu'il urinait du sang. Je l'ai serré dans mes bras et je lui ai demandé, « Adrien, qu'est-ce qui ne va pas ? Mon fils ? Dis-moi. » Il a juste secoué la tête et a souri faiblement. « Ne t'inquiète pas. Maman. C'est sûrement la fatigue du travail. » Chloé, ma belle-fille, est entrée dans nos vies comme un vent étrange. Elle était belle. Elle parlait doucement. Et au début, j'ai vraiment cru qu'elle était une bénédiction pour Adrien. Elle s'occupait de lui avec diligence. Elle apportait des médicaments à la maison, surveillait ses repas et lui rappelait de prendre ses pilules à l'heure exacte. Tous les voisins me complimentaient. « Vous avez de la chance, Madame Morel, d'avoir une si bonne belle-fille. » Et je le croyais aussi. Chaque fois que je voyais Chloé donner un bol de soupe à Adrien, je me disais que je m'inquiétais trop. Mais parfois, je surprenais son regard froid et calculateur, comme si elle cachait quelque chose. Une fois, je l'ai vue dans le jardin,
chuchotant au téléphone tard dans la nuit. D'une voix basse mais pressée, ne t'inquiète pas. Tout se déroule selon le plan. Je lui ai demandé, Chloé. À qui téléphones-tu si tard? Elle a sursauté et a ri nerveusement. Juste une amie. Maman. Retourne te coucher. Julien. Mon fils cadet. Était différent. Il a 28 ans. Il vit à quelques rues de chez moi et travaille comme plombier. Julien ne parle pas beaucoup. Mais chaque fois qu'il venait me voir, il apportait toujours quelque chose à manger. Parfois des oranges. D'autres fois du pain encore chaud. Il s'asseyait à côté de moi, réparant le ventilateur du plafond qui grinçait ou changeant une ampoule dans la cuisine. Une fois, il m'a regardé et m'a dit de sa voix profonde, « Maman, ne te tue pas à la tâche comme ça. Je ne veux pas te voir épuisée. » J'ai juste souri et j'ai agité la main. Je peux encore tenir? Julien. Inquiète-toi pour ton frère. Il a plus besoin de toi. Mais Julien a juste secoué la tête, le regard plein d'inquiétude. Léo, mon petit-fils, était ma seule joie dans ces jours sombres. Il a 9 ans et venait souvent chez moi avec son petit sac à dos. Léo aimait s'asseoir dans le jardin et jouer avec des petites voitures en plastique que je lui avais achetées dans un vide-grenier. Il me racontait des histoires, des contes innocents qui me laissaient parfois perplexe. Une fois, il m'a regardé avec ses yeux ronds et m'a dit, « Mamie, ma maman parle au téléphone la nuit. » Je l'ai entendu dire quelque chose sur des médicaments, mais je n'ai pas compris. J'ai souri et je lui ai ébouriffé les cheveux. Je suis sûre qu'elle demandait juste quelque chose au médecin pour ton père. Ne pense pas trop à ça, mon garçon. Mais à l'intérieur, une graine de malaise commençait à germer. Et puis, un après-midi, tout a changé. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner. L'odeur de la ratatouille flottait dans l'air quand Chloé est entrée. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas souri. Elle est juste restée là, les bras croisés. Sa voix était tranchante, comme un couteau fendant l'air. Maman, le médecin a dit que seul ton rein est compatible. C'est ta responsabilité. Tu dois le sauver. Je suis restée figée. La cuillère dans ma main est tombée dans la casserole avec un bruit sourd. Je l'ai regardé, essayant de trouver un peu de chaleur dans ses yeux. Mais je n'ai vu qu'une détermination froide. Presque une exigence. Chloé. Je sais. Je ferai tout pour Adrien. Ai-je murmuré. Mais ma gorge était sèche. Elle a hoché la tête, comme si elle avait atteint son but, et a tourné les talons. Pas même 10 minutes ne se sont écoulées que les parents de Chloé ont débarqué. Ils sont entrés dans ma maison comme si c'était la leur. Ils se sont assis à la table de la salle à manger et ont dit à l'unisson, « C'est vrai. Le devoir d'une mère est quelque chose auquel on ne peut pas échapper. Toute cette famille dépend maintenant de vous. » Je suis restée là, toujours avec la cuillère à la main, me sentant acculée. Adrien, qui à ce moment-là était appuyé sur une chaise, si maigre que je ne le reconnaissais presque pas, m'a pris la main. Sa main était glaciale. « Maman, a-t-il murmuré. Je sais que tu me sauveras. J'ai regardé dans ses yeux. Ses yeux qui, enfant, brillaient de tant de vie. Et qui ne reflétaient maintenant que l'épuisement et la supplication. J'ai hoché la tête sans pouvoir rien dire, sentant soudain que la petite pièce était devenue étouffante. L'odeur des herbes médicinales provenant de la chambre de Jean me donnait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Ce soir-là, j'ai apporté à Jean son bol de soupe. Comme tous les jours. Le grincement de son fauteuil roulant sur le sol en béton était un rappel constant que je portais toute cette famille sur mes épaules.
J'ai posé le bol devant lui. Je l'ai regardé. Mais il a juste soupiré sans rien dire. Je voulais lui parler. Lui demander si je faisais le bon choix. Mais il était juste là. Aussi immobile qu'une ombre. Je suis sortie dans le jardin où Léo jouait avec sa voiture. Il a levé la tête avec ses yeux brillants. Mais ils étaient pleins de doutes. Mamie, dit-il. Et si quelqu'un tombait malade parce qu'une autre personne lui donne des médicaments? Je me suis arrêtée net. Mon cœur a raté un battement. Pourquoi demandes-tu ça? Mon garçon? Ai-je dit. En essayant de rester calme. Mais Léo a juste baissé la tête et a continué à pousser sa voiture. Sans répondre. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à ce moment-là, j'étais au bord d'un abîme. Et que quelques pas de plus suffiraient à me faire tomber. Les jours qui ont suivi cet après-midi. Où Chloé est venue chez moi et ne m'a laissé aucun choix. Ma vie s'est sentie écrasée par une pression invisible. Plus lourde que la chaleur étouffante de l'été lyonnais. Je continuais à me lever tôt. À aller au marché vendre mes légumes. À m'asseoir sous la faible lumière pour coudre des vêtements. Mais mon âme n'était plus en paix. Chaque pas que je faisais. Chaque point que je cousais. Portait en lui une question. Est-ce que je fais le bon choix? Dois-je vraiment me sacrifier comme ça? Mais ensuite, le regard suppliant d'Adrien? Les mots tranchants de Chloé et les regards interrogateurs de ses parents s'accrochaient à moi. Sans me laisser un seul instant pour respirer. Le lendemain matin, alors que le soleil pointait à peine, Chloé était déjà à ma porte. Je venais de finir de préparer le thé. L'odeur de la menthe commençait à peine à remplir la maison quand elle est entrée sans frapper. Sans dire bonjour. Maman, dit-elle d'une voix aussi ferme qu'un clou. Le médecin a dit qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Si tu continues à hésiter, il pourrait être en danger. Elle a posé une pile de papiers médicaux sur la table de la salle à manger. Des pages blanches remplies de chiffres et de signatures que je ne comprenais pas bien. Elle a pointé chaque ligne comme si elle enseignait à un enfant. Il est écrit clairement ici que tu es la seule compatible. Personne d'autre ne peut le sauver. Je suis restée là, tenant la théière. L'eau chaude me brûlait les doigts. Mais je ne sentais pas la douleur. J'entendais seulement le bruit du balai raclant le béton alors que je commençais à balayer la maison. Une façon d'échapper au regard de Chloé. Je t'ai entendu? Ai-je dit d'une voix à peine audible. Je ferai tout pour Adrien. Mais à l'intérieur, une lourde pierre me pesait, me donnant envie de crier, de m'enfuir. Je continuais à balayer. Le son du balai était comme un rythme triste, essayant de noyer les mots de Chloé. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle est restée là à me regarder, comme si elle attendait que je sois d'accord une fois de plus, pour confirmer que je n'oserais pas refuser. Quand elle est partie, je me suis assise sur une chaise et j'ai couvert mon visage de mes mains. J'ai pensé à Adrien, au jour où il était petit et courait après moi au marché, s'accrochant à ma jupe et riant aux éclats. Maman, quand je serai grand, je te construirai une belle maison. Maintenant, il était là. Maigre. Pâle. Une ombre de ce qu'il avait été. Je me suis demandé si je pouvais le laisser partir sans rien faire. Mais chaque fois que je pensais à donner mon rein, j'étais remplie de peur. Une peur non pas de l'opération, mais du sentiment d'être poussée vers quelque chose de plus grand, de plus sombre, que je ne voyais pas clairement. Cette nuit-là, les parents de Chloé sont venus. Ils ont apporté un panier de fruits, des pêches et des abricots. Mais ils l'ont juste laissé sur la table comme une simple formalité et se sont assis sur les 2 fauteuils principaux du salon. Comme s'ils étaient les propriétaires de la maison. Son père
Monsieur Dubois a toussé 2 ou 3 fois et a dit d'une voix rauque, de mon temps. Les parents sacrifiaient tout pour leurs enfants. Ma grand-mère a vendu toutes ses terres pour sauver son fils. Maintenant, c'est à votre tour. Vous devez faire de même. La mère de Chloé, Madame Dubois, a hoché la tête avec un regard aussi acéré qu'un couteau. Si vous refusez, l'honneur de cette famille sera traîné dans la boue. Que diront les voisins? Ils diront que vous n'aimez pas votre fils. Que vous ne méritez pas d'être une mère. J'étais assise là, agrippée au bord de la table, me sentant acculée dans un coin sombre. Je voulais dire quelque chose. Leur demander pourquoi tout le fardeau reposait sur moi. Mais je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. J'ai juste baissé la tête et hoché légèrement la tête. Comme un automate. Le dîner ce soir-là était aussi lourd qu'un enterrement. Chloé, avec un charme fin, a mis un morceau de poulet dans mon assiette. Mais sa voix était froide. Maman, garde tes forces pour l'opération. J'ai regardé le poulet dans mon assiette. Mais je ne pouvais rien avaler. Adrien était assis en face de moi. Le visage décharné et les yeux creux. Il a essayé de sourire faiblement. Maman, je sais que tu me sauveras. Comme toutes les fois où tu m'as sauvée quand j'étais enfant. Ces mots étaient comme un coup de poignard dans mon cœur. Je me suis souvenu des jours où il avait une forte fièvre et où je veillais toute la nuit à l'éponger avec des linges humides. Ou des fois où il tombait de son vélo et où je courais pour panser ses blessures. J'étais toujours là. J'étais toujours la mère prête à tout. Mais cette fois, pourquoi avais-je si peur? Julien était assis dans un coin de la table, silencieux comme une ombre. Il ne mangeait pas. Il remuait juste la cuillère dans son bol de soupe, sans jamais quitter Chloé des yeux. J'ai vu son regard rempli de suspicion, comme s'il essayait de voir à travers le masque de ma belle-fille. Je voulais l'interroger, mais je n'osais pas. L'air dans la pièce était épais. Le seul son était le cliquetis des cuillères contre les assiettes, comme des marteaux sur ma conscience. Après le dîner, Chloé s'est levée et a personnellement emmené l'assiette d'Adrien à la cuisine pour la laver, ne laissant personne d'autre la toucher. Elle l'a fait rapidement, mais j'ai remarqué qu'elle vérifiait l'assiette très attentivement, comme si elle avait peur que quelqu'un voie quelque chose à l'intérieur. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Allongée dans mon vieux lit, j'écoutais le tic-tac de l'horloge sur le mur. Chaque seconde, un rappel que le temps d'Adrien était compté. Je me suis levée et j'ai marché dans le couloir pour prendre un verre d'eau. C'est alors que j'ai entendu des murmures provenant de la chambre d'Adrien et Chloé. Je me suis arrêtée, debout dans le noir, retenant ma respiration. La voix de Chloé était basse mais claire. Oui. Après la greffe, nous aurons toutes les données. Ne t'inquiète pas. Elle n'osera pas refuser. Je suis restée là, le cœur battant à tout rompre. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'appuyer sur le mur pour ne pas tomber. Des données? De quoi parlait-il? Je voulais frapper à la porte, la confronter. Mais à ce moment précis, Chloé l'a ouverte. Elle a sursauté en me voyant, puis a souri faussement. Encore debout? Maman? J'appelais juste pour demander des nouvelles de ses médicaments. J'ai hoché la tête et je me suis détournée. Mais j'ai senti comme si des épines s'étaient plantées dans mon cœur. Le sourire de Chloé. Sa voix. Tout était faux. Comme un masque cachant quelque chose de terrible. Dans les jours qui suivirent la conversation tendue avec Chloé et ses parents, j'eus l'impression de vivre dans un rêve brumeux où tout ce qui m'était familier devenait étrange et terrifiant. Je continuais mes tâches quotidiennes, allant au marché, cousant des vêtements, donnant à manger à mon mari Jean.
Mais chaque geste était mécanique. Sans âme. Mon cœur était lourd. Comme si un nuage noir pesait sur ma tête. Et les mots de Chloé. Le regard suppliant d'Adrien. Tournaient dans mon esprit sans me laisser une seconde de paix. Mais un après-midi. Quand Léo, mon petit-fils de 9 ans, est venu me voir, la première fissure est apparue dans le mur de confiance que j'essayais de maintenir debout. Léo est entré avec ses baskets tachées de boue et ses petites mains encore collantes de la peinture du cours d'art plastique. Il a laissé son vieux sac à dos dans un coin, s'est assis par terre et a sorti la petite voiture en plastique que je lui avais achetée au marché aux puces l'année dernière. Je l'ai regardé, en essayant de sourire. Mais mon esprit était ailleurs. Léo avait toujours été une petite lumière dans mes jours sombres, avec ses histoires innocentes et son rire cristallin. Mais ce jour-là, il ne souriait pas. Il poussait la voiture d'avant en arrière sur le sol, le regard perdu. Et soudain, il a levé la tête et m'a regardé fixement. « Mamie », dit-il d'une voix basse mais claire. Et si mon papa n'était pas malade à cause de la vie? Mais parce que quelqu'un lui donne exprès des médicaments? Je sursautai comme si j'avais reçu une gifle. La cuillère dans ma main faillit tomber. Mais je réussis à la retenir. Tremblante. « Pourquoi dis-tu ça, Léo ?» demandai-je, en essayant de garder ma voix calme. Mais mon cœur battait la chamade. Je regardais dans ses yeux, si clairs mais remplis d'une inquiétude qui semblait trop grande pour son âge. Léo ne répondit pas tout de suite. Il baissa la tête et continua à jouer avec sa voiture. Mais je le vis serrer la main comme s'il retenait quelque chose. Je voulus le prendre dans mes bras, l'interroger davantage. Mais je ne parvins qu'à un rire nerveux. « Tu penses trop, mon garçon. Ton papa est malade, et les médecins le soignent. » Mais mon sourire était forcé. Et Léo ne me le rendit pas. Il me regarda simplement. Il se leva en silence, prit son sac à dos et repartit en courant vers sa maison. La question de Léo fut comme une pierre jetée dans un lac calme dans mon cœur, créant des ondes de doute. Je restai là, dans ma petite cuisine, à regarder les légumes sur la table, mais sans pouvoir me concentrer. Je pensais à Adrien, au flacon de pilules que Chloé apportait toujours, à la façon dont elle contrôlait tout ce qui concernait mon fils. Je me dis que j'imaginais probablement des choses. Chloé était la femme d'Adrien. Elle l'aimait. Elle ne lui ferait pas de mal. Mais au fond de mon cœur, je savais que quelque chose n'allait pas. Cet après-midi-là, Julien est venu avec sa boîte à outils, disant qu'il allait réparer la lumière de la cuisine qui clignotait depuis la veille. Je le regardais monter sur l'échelle, visser et serrer des choses, et la lumière de la nouvelle ampoule éclaira toute la cuisine. Mais ensuite, en descendant avec la vieille ampoule à la main, Julien me regarda avec un sérieux inhabituel. « Maman » dit-il à voix basse. Presque un murmure. Ma belle-sœur se comporte très bizarrement. J'ai vu des flacons de pilules sans étiquette dans l'armoire à pharmacie de mon frère. Et elle les cache très bien. Je sursautai. Et l'assiette que je lavais dans l'évier tomba, éclaboussant mon chemisier d'eau. « Qu'est-ce que tu dis ?» demandai-je, la voix étranglée. Julien descendit de l'échelle et se tint devant moi, les yeux remplis d'inquiétude. « Maman, j'ai peur que ce qui arrive à mon frère ne soit pas une maladie normale. J'ai peur que quelqu'un... » Il ne termina pas sa phrase, mais son regard disait tout. Je restai là, les mains mouillées, sentant comme si le sol s'enfonçait sous mes pieds. Je voulus crier, dire à Julien qu'il se faisait des idées, que Chloé ne pouvait pas faire quelque chose d'aussi terrible. Mais je ne pus parler.
Je continuais juste à regarder Julien. Et dans ma tête, la question de Léo résonnait à nouveau. Et si mon papa est malade parce que quelqu'un lui donne des médicaments? J'essayais de chasser cette idée. Mais elle s'accrochait à moi comme une ombre. Je ne pouvais pas y échapper. Le lendemain après-midi, j'apportais de la soupe à Adrien à l'hôpital. La chambre blanche et l'odeur âcre de désinfectant me donnaient l'impression de ne plus pouvoir respirer. Adrien était allongé, maigre, avec des perfusions dans les deux bras. Mais il essaya quand même de sourire en me voyant. « Maman, tu es déjà là » dit-il d'une voix faible. Je posai le bol sur la table de chevet. Et au moment où j'allais lui donner la première cuillerée, je vis Chloé à côté du lit, tenant un verre d'eau. Elle laissa tomber discrètement une pilule de couleur étrange dans le verre. Un mouvement si rapide que si je n'avais pas regardé attentivement, je ne l'aurais pas remarqué. Quand j'entrai, elle sursauta et renversa un peu d'eau par terre. « Quelle est cette pilule, Chloé ?» demandai-je, en essayant de paraître calme. Elle sourit. Mais son sourire était forcé. « C'est un complément pour son rein. Le médecin l'a prescrit. » Je hochai la tête, mais un frisson me parcourut l'échine. Je ne pouvais pas rester calme. Après qu'Adrien eut fini de manger, je cherchai le médecin de garde. Un homme d'âge moyen avec des lunettes épaisses. « Docteur ?» demandai-je d'une voix tremblante. « Avez-vous prescrit de nouveaux compléments pour le rein d'Adrien ?» Il fut surpris et vérifia le dossier. « Non. Nous n'avons rien prescrit de nouveau. Le traitement actuel est suffisant. » Sa réponse me laissa glacée. Je restai dans le couloir de l'hôpital, écoutant les annonces au haut-parleur. Mais mon esprit était vide. Chloé avait menti. Quelle était cette pilule? Pourquoi devait-elle la cacher? Au crépuscule, Léo est revenu chez moi. Cette fois, il ne joua pas avec sa voiture. Il s'assit sur une chaise et sortit de son sac à dos un vieux téléphone portable à l'écran cassé. « Mamie, » dit-il d'une voix basse mais ferme. « Je veux que tu écoutes ça. » Il tapa quelque chose et me tendit le téléphone. Un enregistrement se lança. C'était la voix de Chloé. Chuchotée, mais claire. Après la greffe, les résultats des tests seront parfaits. Ne t'inquiète pas. Elle n'osera pas refuser. Je laissai tomber le téléphone. Mes mains tremblaient de manière incontrôlable. Je regardai Léo, mon petit-fils. Et je vis que ses yeux étaient rouges. Comme s'il avait tout aussi peur que moi. Je l'ai trouvé sur le vieux téléphone de ma mère, dit-il d'une voix étranglée. Je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai pensé que tu devais savoir. Je serrai Léo dans mes bras, en essayant de retenir mes larmes. Tu es si courageux, mon garçon, murmurai-je. Mais à l'intérieur, tout s'effondrait. Résultat des tests. De quoi parlait Chloé? Je pensais à Adrien, au flacon sans étiquette, au regard suspicieux de Julien, à la pilule de couleur étrange dans le verre d'eau. C'étaient des pièces éparses d'un puzzle. Mais peu à peu, elles s'assemblaient, formant une image que je n'osais pas regarder directement. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restai assise dans ma maison silencieuse, à écouter le tic-tac de l'horloge. Chaque seconde, un rappel que le temps d'Adrien était compté. Un matin, je me suis rendue à l'hôpital, portant une vieille boîte en plastique contenant de la nourriture chaude. L'odeur du riz et de la daube s'échappait par les bords. La chambre d'Adrien était blanche, froide, et l'odeur de désinfectant était si forte que j'avais du mal à respirer.
Je m'étais habituée à cet environnement. Mais ce jour-là, je le sentais peser sur ma poitrine. Adrien était allongé là. Les yeux cernés et le visage pâle. Mais il essaya quand même de sourire en me voyant. « Maman. Tu es là si tôt ?» dit-il d'une voix aussi faible qu'un soupir. Je posai la nourriture sur la table de chevet et essayai de sourire. Mais une tempête faisait rage en moi. Les doutes des jours précédents. La question de Léo. L'avertissement de Julien. Tout criait dans ma tête sans me laisser de répit. Chloé était déjà là. Assise à côté du lit d'Adrien. Fixant la poche de perfusion qui goûtait lentement. Elle ne me regarda pas. Elle ne dit pas bonjour. Elle hocha juste la tête en silence. Comme si ma présence était une évidence. Sur la table de chevet, je remarquai un petit flacon de pilule. Le bouchon à moitié caché sous une serviette en papier froissé. Le flacon n'avait pas d'étiquette. C'était juste un récipient en plastique blanc avec quelques pilules bleues étranges à l'intérieur. Je le pris. En essayant de garder ma voix ferme. Quel est ce médicament? Chloé? Elle sursauta. Elle faillit bondir et m'arracha le flacon des mains si vite que cela me fit reculer. Ce sont juste des vitamines. Maman, dit-elle avec un sourire aussi faux qu'une peinture bon marché. Le médecin les a prescrites pour aider son rein. Je hochai la tête. Mais un frisson me parcourut l'échine. Le sourire de Chloé. La façon dont elle m'avait arraché le flacon. Tout était faux. Comme si elle cachait un secret que je n'étais pas censée connaître. Je m'assis à côté d'Adrien et commençai à lui donner à manger. Mais mon esprit était ailleurs. Je pensais au flacon sans étiquette. À ce que Julien avait dit sur les médicaments étranges que Chloé cachait. Je pensais à Léo. À sa question innocente mais perçante. Et si mon papa est malade parce que quelqu'un lui donne des médicaments? Je voulus interroger Chloé sur le champ. Je voulus crier et exiger la vérité. Mais j'avais peur. Peur que si j'ouvrais la bouche, tout s'effondre et que je perde Adrien pour toujours. Je regardais mon fils alors qu'il luttait pour avaler chaque bouchée et je me dis, Élise, tu dois te calmer. Tu dois d'abord découvrir ce qui se passe. À midi, Julien est venu à l'hôpital. Il entra. Les mains encore tachées de graisse de son travail et sa vieille chemise usée aux épaules. Il ne dit rien. Il s'assit simplement en silence dans un coin, observant Chloé, qui était dans le couloir en train de parler à une infirmière. Quand elle est partie, Julien s'est approché de moi et a sorti un petit sac en plastique de son sac à dos. Maman, je veux que tu vois ça, murmura-t-il d'une voix aussi tendue qu'une corde de guitare. Il me montra son téléphone. Sur l'écran, il y avait des photos floues, mais assez claires pour arrêter mon cœur. C'était Chloé sur le parking de l'hôpital, prenant discrètement un petit sac du coffre de sa voiture et le tendant à un homme inconnu. L'homme portait une veste noire et une casquette qui couvrait la majeure partie de son visage. Mais je pouvais clairement voir le sac de médicaments dans la main de Chloé. « J'ai pris ces photos hier, » dit Julien d'une voix tremblante. Je l'ai suivi parce que je trouvais son comportement très étrange. « Maman, j'ai peur qu'elle fasse quelque chose à mon frère. Adrien. » Je restai sans voix, serrant le téléphone si fort que mes jointures devinrent blanches. Le sol froid de l'hôpital semblait absorber toute la chaleur de mon corps. « Julien, murmurai-je. Es-tu sûr? As-tu entendu ce qu'il disait? » Julien secoua la tête, les yeux rouges. Je n'entendais pas bien, mais je l'ai vu donner le sac à l'homme, et il lui a tendu une enveloppe. Maman, ce n'est pas normal. Je regardai dans les yeux de Julien. J'y vis l'inquiétude et la rage, et je sus qu'il ne mentait pas.
Mais je ne voulais toujours pas y croire. Chloé était la femme d'Adrien. Elle avait juré de prendre soin de lui. Comment pouvait-elle faire quelque chose d'aussi terrible? Cet après-midi-là, quand je rentrais chez moi, Léo est revenu. Il ne courut pas ni ne joua comme d'habitude. Au lieu de cela, il s'assit en silence sur une chaise, serrant son sac à dos. « Mamie, » dit-il d'une voix basse mais déterminée. « Je veux que tu entendes quelque chose. » Il sortit de son sac à dos le vieux téléphone à l'écran cassé et, tremblant, lança un fichier audio. La voix de Chloé résonna, chuchotée, mais claire comme un couteau s'enfonçant dans mon cœur. Après la greffe, les données seront complètes. Ne t'inquiète pas. Cette vieille n'osera pas refuser. Ce résultat vaut 100 fois plus. Je me raidis. Je laissai tomber le téléphone sur la table, mes mains tremblant de manière incontrôlable. Je regardai Léo, mon petit-fils, et je vis que ses yeux étaient rouges, ses lèvres pincées comme s'il retenait ses larmes. Je l'ai trouvé sur le vieux téléphone de ma mère, dit-il d'une voix étranglée. Je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai pensé que tu devais savoir. Je serrai Léo dans mes bras, sentant comme si le monde entier s'effondrait à mes pieds. Tu es si courageux, Léo, murmurai-je. Mais ma voix se brisa et des larmes coulèrent sur mes joues. Je pensais à Adrien, aux flacons sans étiquette, aux photos de Julien, à l'enregistrement de Léo. C'étaient des pièces éparses, mais elles s'assemblaient, peignant un tableau sombre que je n'osais pas affronter. Que faisait Chloé? Quelles données? Quel résultat? Et pourquoi disait-elle que cette vieille n'osera pas refuser? Je me sentis trahi. Non seulement par Chloé, mais par ma propre foi en la famille, en l'amour. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restai assise dans ma maison silencieuse, écoutant les sirènes d'une ambulance dans la rue, les lumières rouges et bleues clignotant à travers la fenêtre comme des coupures dans mon âme. Je pensais à Adrien, à la façon dont il s'affaiblissait chaque jour, aux médicaments étranges, au chuchotement calculateur de Chloé. Je pensais à Julien, à la suspicion et à l'inquiétude dans ses yeux, et à Léo, l'enfant de 9 ans qui m'avait courageusement apporté la vérité. Je me tins la tête, sentant comme si mon cerveau allait exploser. Je voulus courir à l'hôpital, confronter Chloé, crier et exiger une explication. Mais j'avais peur. Peur que la vérité soit encore plus horrible que ce que j'imaginais. Peur de ne pas avoir la force de la supporter. Je me levai, sortis dans le jardin et regardai le clair de lune pâle. Je pensais à Jean, mon mari silencieux qui ne pouvait que s'asseoir et tout regarder. Je voulus lui parler, lui demander ce que je devais faire. Mais je savais qu'il ne me répondrait pas. J'étais seule avec les morceaux d'une vérité qui se révélait lentement. La nuit qui a suivi cette terrible révélation, je ne l'ai pas passée à dormir. Je l'ai passée assise dans ma vieille chaise de cuisine, le regard fixé sur le mur sombre, écoutant le tic-tac incessant de l'horloge. Chaque seconde était un coup de marteau dans ma tête, chaque minute une éternité. L'enregistrement de la voix de Chloé tournait en boucle dans mon esprit, ses mots chuchotés se mêlant aux images floues de l'échange sur le parking. Données. Résultat. Cette vieille n'osera pas refuser. Le monde que j'avais connu s'était effondré. Ma maison ne me semblait plus être un refuge, mais une prison où le danger rôdait dans chaque ombre. J'avais peur. Une peur froide et viscérale qui me paralysait les membres et me glaçait le sang. Chloé n'était pas seulement une belle fille calculatrice. Elle était une menace. Une menace pour Adrien, et une menace pour moi.
Au lever du jour, le soleil filtrait à travers les rideaux usés. Mais il n'apportait aucune chaleur. Il ne faisait qu'éclairer la poussière qui dansait dans l'air et la fatigue sur mon visage. Quand j'entendis des pas sur le perron, mon cœur s'arrêta. C'était Chloé. Elle entra comme si de rien n'était, un sourire éclatant sur les lèvres, portant un panier de croissants chauds. « Bonjour maman. J'ai pensé que nous pourrions prendre le petit déjeuner ensemble avant d'appeler l'hôpital pour fixer la date ?» dit-elle d'un ton enjoué qui sonnait terriblement faux à mes oreilles. Je la regardai, essayant de déceler une fissure dans son masque parfait. Mais il n'y en avait aucune. Ses yeux étaient clairs, son sourire sincère en apparence. Comment pouvait-elle être si calme, si normale, en sachant ce qu'elle faisait? Le croissant qu'elle me tendit me parut soudain empoisonné. Je ne me sens pas très bien ce matin. Mentis-je. Ma voix rauque à force de ne pas avoir parlé. J'ai besoin d'un peu de temps. Son sourire s'effaça légèrement, remplacé par une lueur d'impatience à peine perceptible. Maman. Nous n'avons pas le temps. Le docteur Fournier a été très clair. Chaque jour compte pour Adrien. Sa voix était douce, mais ses mots étaient des chaînes qui se resserraient autour de moi. Elle posa sa main sur la mienne. Son contact était froid. Ne laisse pas tes peurs prendre le dessus. C'est pour ton fils. Je retirai ma main brusquement. J'ai dit que j'avais besoin de temps. Ma voix était plus forte que je ne l'avais voulu. Chloé recula, feignant d'être blessée. D'accord. Maman. Comme tu voudras. Mais pense à Adrien. Pense à ce qu'il endure. Elle se retourna et partit, laissant l'odeur des croissants flotter dans la pièce comme un parfum moqueur. Je savais que je devais parler à Adrien. Je devais essayer de le prévenir, de lui ouvrir les yeux. Plus tard dans la journée, je me rendis à l'hôpital avec un thermos de sa soupe préférée. Je le trouvai seul dans sa chambre, le regard fixé sur le plafond. Il semblait plus faible que jamais. Je m'assis à côté de lui et lui pris la main. « Adrien ? Mon chéri. Comment te sens-tu vraiment ?» Il tourna lentement la tête vers moi. Fatigué. Maman. Très fatigué. Mais Chloé dit que bientôt, tout sera fini. Grâce à toi. Mon cœur se serra. Adrien. Les médicaments que Chloé te donne. Es-tu sûr qu'ils viennent tous du médecin? Il fronça les sourcils. Confus. Bien sûr. Chloé s'occupe de tout. Elle est si dévouée. Pourquoi demandes-tu ça? Je m'inquiète. C'est tout. J'ai vu. Je n'eus pas le temps de finir. La porte s'ouvrit et Chloé entra. Un grand sourire aux lèvres. Oh. Maman. Tu es là. C'est si gentil à toi. Elle vint se placer de l'autre côté du lit, s'interposant physiquement entre Adrien et moi. Chérie. Ne te fatigue pas à parler. Tu dois garder tes forces. Maman s'inquiète juste un peu trop. N'est-ce pas? Elle me lança un regard qui n'était pas un avertissement, mais une certitude. La certitude qu'Adrien ne me croirait jamais, qu'il était sous son emprise totale. Adrien lui sourit faiblement. Tu as raison. Pardonne-moi. Maman. Je suis juste un peu nerveux. Je me sentis vaincu. Chloé avait construit un mur impénétrable autour de lui. Je n'étais qu'une vieille femme anxieuse à ses yeux, tandis qu'elle était l'épouse aimante et parfaite. Je repartis de l'hôpital ce jour-là avec un poids encore plus lourd sur le cœur. Non seulement je devais me battre contre Chloé, mais je devais le faire en sachant que mon propre fils ne me soutiendrait pas. Le soir, Julien est venu me voir.
Il entra sans faire de bruit et ferma la porte derrière lui. Son visage était sombre. Ses poings serrés. Alors ? Demanda-t-il à voix basse. Que allons-nous faire ? Je veux aller la voir maintenant et la forcer à tout avouer. Non. Julien. Dis-je en secouant la tête. Mon corps tout entier tremblait. Nous ne pouvons pas. Elle niera tout. Elle dira que nous sommes fous. Que nous essayons de briser son mariage. Elle retournera Adrien contre nous pour de bon. Et qui sait ce qu'elle pourrait lui faire si elle se sent menacée ? La rage dans les yeux de Julien fit place à la peur. Alors quoi ? On la laisse faire ? On te laisse monter sur cette table d'opération pour son plan diabolique ? Je ne sais pas. Avouai-je. Les larmes montant à mes yeux. Je ne sais pas. Nous avons des preuves ? Mais. Un enregistrement sur un vieux téléphone ? Des photos floues. Est-ce suffisant ? Et si la police ne nous croit pas ? Et si elle s'en sort ? Nous restâmes assis en silence dans la pénombre de ma cuisine. Pour la première fois de ma vie. Je me sentais complètement impuissante. Julien se leva et se mit à faire les 100 pas. Comme un animal en cage. Il doit y avoir un moyen. Il doit y avoir quelque chose de plus. Ce type sur les photos. Qui est-il ? Que lui donne-t-elle ? De l'argent. Julien. Et il lui donne des médicaments. Les médicaments qui rendent ton frère malade. Le simple fait de dire ces mots à voix haute me donna la nausée. La pression s'intensifia dans les jours suivants. Les parents de Chloé, les Dubois, se mirent à m'appeler plusieurs fois par jour. La voix de Madame Dubois était mielleuse mais pleine de venin. Élise. Ma chère. Nous sommes si inquiets. Chloé nous a dit que vous hésitiez. Ne comprenez-vous pas l'urgence de la situation ? L'honneur de notre famille est en jeu. Adrien est notre fils aussi. Maintenant. Un après-midi. Ils débarquèrent chez moi sans prévenir. Ils s'installèrent dans mon salon comme s'ils en étaient les propriétaires. Monsieur Dubois. Le regard sévère. Prit la parole. Élise. Nous devons être francs. Votre hésitation est égoïste. Une mère doit être prête à tout sacrifier. Si vous refusez, et que le pire arrive à Adrien, comment pourrez-vous vivre avec vous-même ? Vous serez responsable. Chaque mot était un coup. Il me peignait comme la méchante. La mère indigne ? Alors qu'ils étaient les complices d'un crime horrible. Je restais assise, muette, les mains crispées sur mes genoux, sentant les murs se refermer sur moi. Je ne pouvais rien dire sans révéler ce que je savais. Et je ne pouvais pas le révéler sans mettre tout le monde en danger. J'étais prise au piège. Cette nuit-là, je fis un cauchemar. J'étais sur la table d'opération. Mais au lieu des médecins, c'était Chloé et ses parents qui se tenaient au-dessus de moi, portant des masques chirurgicaux. Leurs yeux brillaient d'une lueur cupide. Chloé tenait un scalpel. Mais au lieu de m'opérer, elle le pointait vers mon cœur en riant. Je me réveillai en sueur, le cœur battant à tout rompre. Je me levai et allai dans la chambre de Jean. Il dormait. Ou du moins, il semblait dormir. Sa respiration était faible et régulière. Je m'assis à côté de son fauteuil roulant et regardai son visage émacié par la maladie. Oh Jean, murmurai-je dans le silence. Qu'est-ce que je dois faire ? J'ai si peur. Ils nous détruisent. Et je ne sais pas comment les arrêter. Je posai ma tête sur ses genoux, comme une enfant cherchant du réconfort. Et pour la première fois, je sentis sa main, habituellement inerte, tressaillir légèrement sur mon dos.
Ce n'était presque rien. Un spasme involontaire peut-être. Mais pour moi, c'était un signe. Un signe que je n'étais pas complètement seule. Je relevai la tête, mes larmes séchant sur mes joues. La paralysie de la peur commençait à se dissiper, remplacée par une froide résolution. Ils pensaient que j'étais une vieille femme faible et facile à manipuler. Ils pensaient que l'amour d'une mère était aveugle. Ils avaient tort. Je ne savais pas encore comment, mais j'allais me battre. Pour Adrien. Pour Julien. Pour Léo. Et pour moi-même. Je devais être plus maligne qu'eux. Je devais entrer dans leur jeu pour le détruire de l'intérieur. Ma décision était prise. Je devais jouer un rôle. Celui de la mère aimante et dévouée qu'ils attendaient tous que je sois. Le lendemain matin, j'appelai Chloé. Ma voix était intentionnellement tremblante. Celle d'une femme qui avait lutté mais qui avait finalement cédé. Chloé. Dis-je. Une fausse note de résignation dans la voix. Tu avais raison. J'étais égoïste. J'ai eu peur. C'est tout. Dis à l'hôpital que je suis prête. Fixons la date de l'opération. Il y eut un court silence à l'autre bout du fil. Puis la voix de Chloé. Débordante d'un triomphe à peine dissimulé. Oh. Maman. Je suis si soulagée. Tu ne le regretteras pas. C'est la meilleure décision pour tout le monde. Je m'occupe de tout immédiatement. Je raccrochai. La main moite. Le premier pas était fait. J'avais gagné un peu de leur confiance. Mais cela me coûtait. Chaque mot de soumission que je prononçais était comme avaler du poison. La nouvelle se répandit rapidement. Mes voisins me félicitaient dans la rue. Quelle mère courageuse vous êtes. Élise. Disait-il. Ignorant tout du drame qui se jouait. Adrien. Quand je lui rendis visite. Me serra la main plus fort que d'habitude. Un faible sourire sur ses lèvres. Je savais que tu le ferais. Maman. Merci. Son innocence me brisait le cœur. Seul Julien savait la vérité. Quand je lui annonçai ma décision, il explosa. Tu es folle. Tu vas vraiment faire ça? Tu vas te livrer à eux? Chut. Baisse la voix. Le pressai je. Jetant un regard inquiet vers la fenêtre. Ce n'est qu'une façade? Julien. Nous devons gagner du temps. Du temps pour trouver une preuve irréfutable. Quelque chose que personne ne pourra ignorer. Et comment on va faire ça? Demanda-t-il. Le visage tordu par la frustration. En te laissant approcher de ce bloc opératoire? C'est trop risqué. C'est le seul moyen? Insistai-je. Tant qu'ils me croient docile, ils baisseront leur garde. C'est là que nous devons frapper. Tu dois continuer à la surveiller. Et Léo. Ma voix se brisa en pensant à mon petit-fils. Entraîné malgré lui dans cette affaire sordide. Nous devons le protéger. Mais il est nos yeux et nos oreilles dans cette maison. Le plus difficile était de faire face à Léo. Il venait me voir presque tous les jours après l'école. Son petit visage toujours empreint d'une gravité qui n'était pas de son âge. Un après-midi. Alors qu'il jouait silencieusement avec ses voitures dans le jardin, il leva les yeux vers moi. Mamie. Tu vas vraiment donner ton rein? Demanda-t-il. Sa voix était petite. Mais la question était immense. Je m'agenouillai à côté de lui. Le cœur lourd. Je ne pouvais pas lui mentir. Mais je ne pouvais pas non plus lui faire porter tout le poids de la vérité. Parfois, les grands doivent faire semblant. Mon chéri. Pour protéger les gens qu'ils aiment. Tu comprends? Il hocha lentement la tête. Ses grands yeux fixés sur moi.
C'est comme un jeu d'espion? Je réussis à esquisser un sourire. Oui. Mon Léo. C'est exactement comme un jeu d'espion. Et tu es l'espion le plus courageux de tous. Quelques jours plus tard, une opportunité se présenta. Chloé m'appela. Sa voix inhabituellement pressée. Maman. J'ai un imprévu. Mes parents et moi devons nous absenter pour la journée. Pourrais-tu venir t'occuper d'Adrien à la maison et préparer son dîner? Je t'ai laissé une liste et ses médicaments sur le comptoir de la cuisine. C'est très important qu'ils les prennent à l'heure. Mon cœur se mit à battre plus vite. C'était ma chance. Une chance d'entrer dans leur territoire? De chercher des preuves. Bien sûr. Ma chérie. Ne t'inquiète pas. Répondis-je, essayant de paraître calme. J'appelai immédiatement Julien. C'est aujourd'hui. Elle ne sera pas là. Je vais chez eux. Je viens avec toi. Dit-il aussitôt. Non. C'est trop suspect si nous y allons tous les deux. Reste près de la maison. Au cas où. Je dois le faire seul. Quand j'arrivai chez Adrien, la maison était silencieuse. Adrien dormait à l'étage. Sur le comptoir de la cuisine, une rangée de flacons de pilules était alignée. La plupart avaient des étiquettes de la pharmacie. Mais l'un d'eux, à l'écart, était un flacon blanc. Sans aucune inscription. Le flacon que j'avais déjà vu. Les fameuses vitamines. Mes mains tremblaient. Avec précaution, j'ouvris le flacon. À l'intérieur, des pilules bleues. Je pris une serviette en papier, en sortis délicatement une pilule et la glissai dans une petite pochette en plastique que j'avais apportée. C'était un risque énorme. Si Chloé comptait les pilules, elle saurait. Mais je devais le prendre. Ensuite, je commençai à fouiller. Discrètement, en essayant de ne rien déranger. Je regardais dans les tiroirs de la cuisine, dans les placards du salon. Rien. Je montai à l'étage. La porte de leur chambre était entr'ouverte. Je jetai un coup d'œil à l'intérieur. Le lit était fait au carré. Tout était impeccablement rangé. Trop rangé. Mon instinct me guida vers sa table de chevet. Dans le tiroir du bas, sous une pile de magazines de mode, je trouvai un carnet noir. Je l'ouvris. Mon souffle se coupa. Ce n'était pas un journal intime. C'était un registre. Des dates, des noms de code et des chiffres. À côté de chaque date, une note, dose A, dose B, et des observations sur l'état de santé d'Adrien. Fatigue accrue. Nausées. Traces de sang confirmées. C'était la chronique méticuleuse de l'empoisonnement de mon fils. Je sentis la nausée monter. Je sortis mon vieux téléphone et commençai à prendre des photos de chaque page. Mes mains tremblant si fort que les premières images étaient floues. Je devais me calmer. Respirer. Une page. Puis une autre. Au fond du carnet, il y avait une section intitulée « Protocole post-greffe » avec des détails sur les données à collecter après l'opération. Mon opération. Soudain, j'entendis le bruit d'une voiture qui s'arrêtait devant la maison. Mon sang se glaça. Ils étaient revenus plus tôt que prévu. La panique s'empara de moi. Je remis rapidement le carnet dans le tiroir, sous les magazines, en essayant de le replacer exactement comme il était. Je fermai le tiroir et me précipitai hors de la chambre, le cœur battant à tout rompre. Je descendis les escaliers juste au moment où la clé tournait dans la serrure. Chloé entra, suivie de ses parents. Elle me regarda. Un léger froncement de sourcils sur son visage.
Maman? Que faisais-tu à l'étage? Je pensais t'avoir demandé de rester en bas. Je suis allée voir si Adrien avait besoin de quelque chose. Bégayai-je. Mon esprit cherchant frénétiquement une excuse plausible. Il dormait si profondément. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Elle me scruta pendant un long moment. Ses yeux étaient froids. Calculateurs. J'avais l'impression qu'elle pouvait voir à travers moi. Qu'elle pouvait sentir ma peur. D'accord, dit-elle finalement. Mais son ton était méfiant. Tout s'est bien passé? A-t-il pris ses médicaments? Oui. Tout. Répondis-je en désignant les flacons sur le comptoir. Je priai pour qu'elle ne vérifie pas le flacon sans étiquette. Heureusement. Elle était distraite, sortant des sacs de courses de la voiture avec ses parents. Je saisis l'occasion. Bon. Je vais vous laisser. J'ai encore des choses à faire à la maison. Reste dîner avec nous. Élise. Proposa Madame Dubois avec une fausse chaleur. Non. Merci. Jean m'attend? Répondis-je. Me hâtant vers la porte avant qu'il ne puisse insister. Je marchai jusqu'à chez moi. Les jambes flageolantes. Je n'avais jamais été aussi terrifiée de ma vie. Mais en serrant la petite pochette en plastique dans ma poche et en pensant aux photos dans mon téléphone, je savais que j'avais franchi un cap. Ce n'était plus seulement des soupçons. C'était une preuve. Une preuve froide, dure et terrifiante. Quand Julien me vit, il sut immédiatement que quelque chose s'était passé. Je lui montrai la pilule et les photos sur mon téléphone. Il devint livide. La rage dans ses yeux était si intense qu'elle m'effraya. Je vais la tuer, murmura-t-il. La voix rauque. Non, dis-je en posant ma main sur son bras. Pas encore. Nous devons être plus intelligents. Nous devons savoir ce qu'est cette pilule. Et nous devons choisir le bon moment pour tout révéler. Un moment où elle ne pourra pas s'échapper. Un moment où tout le monde verra son vrai visage. Le lendemain, Julien apporta la pilule à un ami pharmacien en qui il avait confiance. En prétendant l'avoir trouvée et être curieux de sa composition. L'attente des résultats fut une torture. Pendant ce temps, l'hôpital nous convoqua pour finaliser les détails de l'opération. Elle était fixée dans une semaine. Assise dans le bureau du docteur Fournier, en face de Chloé et de ses parents qui hochaient la tête avec des airs graves et concernés. Je devais jouer le rôle de ma vie. Je posais des questions sur le temps de récupération, sur les risques, tout en sentant le carnet noir de Chloé brûler dans ma mémoire. Chaque sourire que je leur adressais, chaque mot de remerciement que je prononçais, était un mensonge qui me rongeait de l'intérieur. Mais je tenais bon. Je pensais à Adrien, faible et confiant dans son lit. Je pensais à la froideur des notes de Chloé. Ma peur se transformait lentement en une force sombre et déterminée. Ils avaient commencé cette guerre, mais c'est moi qui allais la finir. L'attente des résultats de l'analyse de la pilule fut les 3 jours les plus longs de ma vie. Chaque fois que le téléphone sonnait, mon cœur bondissait dans ma poitrine. Je continuais à jouer mon rôle, préparant ma maison pour mon absence, parlant de l'opération avec une fausse sérénité aux voisins. Chloé, rassurée par ma docilité apparente, avait relâché sa surveillance. Elle me traitait avec une condescendance mielleuse, comme une enfant qu'on aurait enfin raisonnée. Tu vois, maman, ce n'était pas si difficile, me dit-elle un jour en me tapotant la main. Tu fais ce qu'il faut. Nous serons tous si fiers de toi. Je hochai la tête, un sourire figé sur les lèvres, tandis qu'une vague de dégoût me submergeait. Le soir du 3e jour, Julien arriva.
Il n'eut pas besoin de dire un mot. Son visage était blême. Ses lèvres serrées en une ligne fine. Il me tendit une feuille de papier pliée. C'était le rapport de son ami pharmacien. Je lus les termes techniques que je ne comprenais qu'à moitié. Mais la conclusion était d'une clarté terrifiante. La pilule n'était pas une vitamine. Ce n'était même pas un médicament connu ou approuvé. C'était un composé expérimental, non testé sur les humains, connu pour causer une insuffisance rénale aiguë à des doses répétées. Le rapport précisait, ce produit est classé comme un agent néphrotoxique puissant. Son administration délibérée pourrait être considérée comme un acte d'empoisonnement. Je laissai tomber le papier sur la table de la cuisine. Le mot empoisonnement flottait dans l'air, lourd et suffocant. Ce n'était plus une hypothèse, c'était un fait. Chloé n'essayait pas seulement de manipuler la situation pour obtenir mon rein. Elle créait activement la maladie de son mari. Elle le tuait à petit feu, méticuleusement, pour servir son plan. Qu'est-ce qu'on fait, maman? La voix de Julien était basse, presque cassée. La rage avait fait place à une sorte de désespoir horrifié. On va à la police. Maintenant. On a le carnet. On a ça. C'est suffisant. Je secouai la tête, bien que chaque fibre de mon être hurlât de faire exactement cela. Et s'ils la préviennent? Et si ses complices l'aident à disparaître? Et Adrien? Il est toujours sous sa garde. Si elle apprend que nous savons tout, Dieu seul sait ce qu'elle pourrait lui faire dans un dernier acte de désespoir. Ma peur pour Adrien était plus grande que ma soif de justice immédiate. Il était vulnérable. Piégé. Nous ne pouvions pas risquer de la provoquer. Alors quoi? Insista Julien, sa voix montant d'un cran. On attend? On attend qu'elle te découpe sur cette table? Non. Dis-je. Une idée folle et terrifiante commençant à prendre forme dans mon esprit. Une idée née du désespoir. Nous allons la laisser aller jusqu'au bout. Ou presque. Nous allons la piéger au moment où elle se sentira le plus en sécurité. Le plus victorieuse. Au moment où elle ne pourra plus nier. À l'hôpital? Le jour de l'opération? Maman. C'est de la folie. C'est le seul endroit où tout le monde sera réuni. Expliquai-je. Ma propre voix me surprenant par sa fermeté. Les médecins. Les témoins. Et elle. C'est là que nous devons révéler la vérité. Pas avant. Nous n'aurons qu'une seule chance. Julien. Nous ne pouvons pas la gâcher. Ce soir-là. Nous avons élaboré notre plan. C'était fragile. Dangereux. Et chaque étape dépendait de facteurs que nous ne pouvions pas contrôler. Le rôle principal, involontairement, revenait à Léo. Je le fis venir le lendemain, sous prétexte de lui lire une histoire. Je le pris dans mes bras, le cœur serré. Léo, mon chéri, tu te souviens de notre jeu d'espion? Il hocha la tête, ses grands yeux sérieux fixés sur moi. Le jour où mamie ira à l'hôpital, le jeu va devenir très, très important. Le plus important de tous. Je sortis le vieux téléphone portable sur lequel il avait trouvé le premier enregistrement. J'avais transféré les photos du carnet dessus. Je lui montrai comment accéder aux photos, à l'enregistrement, et à une nouvelle vidéo que Julien avait réussi à prendre. Une vidéo discrète de Chloé rencontrant à nouveau l'homme mystérieux du parking, échangeant un sac contre une enveloppe. Tu devras garder ce téléphone avec toi. Bien caché, lui dis-je. Ma voix tremblante. Tu iras à l'école comme d'habitude. Mais à un certain moment, ton oncle Julien viendra te chercher.
Il te dira que c'est l'heure. Et tu devras être très courageux. Tu devras entrer dans une pièce et montrer ça à un monsieur avec des lunettes. Le docteur Fournier. Peux-tu faire ça pour mamie? Je me sentais monstrueuse de lui demander une telle chose. De placer un fardeau si lourd sur ses petites épaules. Mais je vis dans ses yeux non pas de la peur, mais une étrange détermination. Il aimait son père. Et il m'aimait. Et il savait, avec l'intuition pure d'un enfant, que quelque chose était terriblement faux. Je le ferai. Mamie, dit-il simplement. Je te sauverai. Les jours précédant l'opération furent un supplice. Je devais paraître calme et résigné, alors qu'à l'intérieur, j'étais un tourbillon d'angoisse. Je préparais mon petit sac pour l'hôpital, y glissant un vieux pull en laine et une photo de mes 2 fils quand ils étaient enfants. Je passais des heures assise à côté de Jean, lui tenant la main et lui parlant à voix basse, lui racontant tout notre plan, comme si sa présence silencieuse pouvait me donner la force dont j'avais besoin. La veille de l'opération, la famille se réunit pour un dîner d'adieu chez moi. C'était l'idée de Chloé. Un dernier acte de sa comédie macabre. L'atmosphère était suffocante. Chloé et ses parents affichaient des sourires de circonstance, me traitant comme une sainte sur le point de se sacrifier. Nous sommes si reconnaissants. Élise, dit Monsieur Dubois en levant son verre. Votre sacrifice ne sera pas oublié. Je levai mon verre, ma main tremblant si fort que le vin faillit se renverser. À la famille, dis-je, le regardant droit dans les yeux. Adrien, assis sur le canapé, était trop faible pour manger. Il me regardait avec une gratitude qui me poignardait le cœur. Il ne savait pas qu'il n'était pas reconnaissant pour un don, mais pour une trahison. Julien, lui, restait dans un coin, silencieux, son regard passant de Chloé à moi. Une tension palpable émanant de lui. Après le dîner, alors que tout le monde se préparait à partir, Chloé me prit à part dans la cuisine. Elle posa ses mains sur mes épaules, son visage très proche du mien. Demain, tout sera fini, murmura-t-elle. Son haleine sentait le vin et le mensonge. Vous serez une héroïne. Et Adrien sera sauvé. Tout ira bien. Je la regardai dans les yeux, ses yeux froids et calculateurs. Et pour la première fois, je ne ressentis plus de peur. Seulement une immense et glaciale colère. Je lui souris. Un vrai sourire. Mais un sourire qui ne venait pas de mon cœur. Je sais. Ma chérie. Répondis-je doucement. Demain, tout sera enfin mis en lumière. Elle prit mon sourire pour de l'acceptation. Elle ne vit pas l'avertissement dans mes paroles. Elle était aveuglée par son arrogance, certaine de sa victoire imminente. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restai assise à ma fenêtre, regardant la lune pâle. Je pensais à Léo, à Julien, à Adrien. Notre plan était si risqué. Et si Julien était en retard? Et si Léo avait trop peur? Et si le docteur Fournier ne nous croyait pas? Et si je me trompais et que je signais mon propre arrêt de mort pour rien? Le doute me rongeait. Mais ensuite, je pensais au visage d'Adrien, affaibli par le poison. Je pensais au carnet noir, au rapport d'analyse. Et ma résolution se durcit comme de l'acier. Je n'avais pas le choix. C'était ma dernière bataille. En tant que mère, et en tant que femme. Je ne me battais plus seulement pour sauver mon fils, mais pour sauver l'âme de ma famille. Le matin de l'opération arriva comme une sentence. Le ciel était d'un gris maussade, assorti à l'état de mon âme.
L'ambulance est venue me chercher bien avant l'aube. En montant à l'arrière, je jetai un dernier regard à ma petite maison. Les lumières étaient éteintes, silencieuses. Julien se tenait sur le pas de la porte, une silhouette sombre dans la pénombre. Nos regards se croisèrent. Il hocha imperceptiblement la tête. C'était le signal. Le plan était en marche. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut surréaliste. Chaque virage, chaque feu rouge, semblait étirer le temps à l'infini. Chloé était assise en face de moi sur le siège d'appoint, déjà vêtue d'une tenue sobre mais élégante. Elle avait le visage d'une veuve en devenir, plein d'une fausse tristesse et d'une anxiété bien jouée. « N'aie pas peur, maman, » me dit-elle d'une voix douce, en posant sa main froide sur mon bras. « Pense au résultat final. Adrien en bonne santé. C'est tout ce qui compte. » Je la regardai, incapable de formuler une réponse. Tout ce qui compte. Pour elle, cela signifiait de l'argent, des données, le succès de son plan cruel. Pour moi, cela signifiait la vie de mon fils. Nous parlions de la même chose, mais nous vivions dans deux mondes différents. À l'hôpital, l'ambiance était électrique. Les Dubois nous attendaient déjà, leurs visages affichant une solennité d'enterrement. Ils m'entourèrent, me touchant le bras, me murmurant des mots d'encouragement qui sonnaient comme des insultes. J'étais leur agneau sacrificiel, et ils jouaient leur rôle de bergers attentionnés jusqu'au bout. On me conduisit dans une chambre de préparation. L'odeur aseptisée du lieu m'envahit. Une odeur de maladie et de peur. Une infirmière m'aida à enfiler la blouse d'hôpital, fine et froide. Chaque geste était mécanique, comme si je regardais quelqu'un d'autre se préparer à ma place. On m'autorisa à voir Adrien une dernière fois. Il était déjà dans une chambre adjacente à la salle d'opération, perfusé et pâle. Chloé se tenait à ses côtés, lui tenant la main, lui murmurant des mots d'amour à l'oreille. La scène était si parfaite, si touchante, qu'elle m'en donnait la nausée. Je m'approchai du lit. Adrien tourna la tête vers moi. Un faible sourire aux lèvres. « Maman. Mon chéri. » dis-je, ma voix se brisant. Je lui caressai la joue. Sa peau était froide. « Je t'aime. N'oublie jamais ça. » C'était tout ce que je pouvais dire. C'était un adieu à l'innocence que nous allions perdre aujourd'hui. « Je t'aime aussi, maman, » murmura-t-il, ses yeux se remplissant de larmes. « Tu es la plus courageuse des mères. » Chloé me regarda. Un air de satisfaction sur le visage. Ma détresse apparente était la preuve finale de ma soumission. Elle pensait que mes larmes étaient celles de la peur et du sacrifice. Elle ne savait pas que c'étaient des larmes de rage et de chagrin pour le fils qu'elle avait trahi. Une infirmière entra. « Il est temps. Madame Morel. » Mon cœur s'emballa. C'était le moment. Tout allait se jouer maintenant. Alors qu'on me faisait sortir de la chambre sur un brancard, mon regard croisa celui de Julien, qui venait d'arriver dans le couloir. Il était haletant. Son visage en sueur. Il avait dû courir. Il me fit un signe de tête presque invisible. Léo est en route. Je sentis une bouffée d'adrénaline chasser une partie de ma peur. Le plan suivait son cours. Alors qu'on poussait mon brancard dans le long couloir menant au bloc opératoire, je vis la scène que Julien avait filmée se rejouer sous mes yeux. Dans une alcôve, près d'un distributeur automatique, Chloé parlait à voix basse avec l'homme à la casquette noire. L'homme que je connaissais maintenant grâce aux recherches de Julien. Un pharmacien radié de l'ordre pour trafic de médicaments expérimentaux. Chloé lui glissa une enveloppe épaisse.
Il la prit et disparut dans un couloir latéral. La transaction finale. Le paiement pour le résultat qu'elle allait obtenir. Personne d'autre ne semblait avoir remarqué. Les infirmières étaient occupées. Les Dubois feignaient de prier dans la salle d'attente. Mais moi, j'avais vu. Et cela renforça ma détermination. On me fit entrer dans la salle d'opération. La lumière vive. Le froid du métal. Le bip régulier des machines. Tout était exactement comme dans mon cauchemar. Le docteur Fournier et son équipe étaient là. Masqués. Leurs yeux seuls visibles. Ils étaient calmes. Professionnels. Ignorant le drame qui était sur le point d'exploser dans leur sanctuaire stérile. Tout va bien se passer. Madame Morel. Me dit le docteur Fournier d'une voix rassurante en vérifiant mon dossier. Vous êtes entre de bonnes mains. On m'attacha les bras. Une infirmière prépara la perfusion pour l'anesthésie. Je tournai la tête vers la grande vitre qui donnait sur le couloir d'observation. Chloé était là. Le visage collé à la vitre. Un regard intense fixé sur moi. Ses lèvres formèrent les mots « Merci. Maman. » Puis, elle se tourna vers l'infirmière qui se tenait à côté de moi avec le formulaire de consentement final et le stylo. D'un geste de la tête, elle lui ordonna de me le donner. Je pris le stylo. Ma main tremblait. C'était la dernière étape avant le point de non-retour. Chaque seconde qui passait me semblait une heure. Où était Léo? Et si le plan échouait? L'aiguille de la perfusion était prête. L'anesthésiste attendait le signal. Je regardais Chloé. Son visage était un masque de triomphe. Elle avait gagné. Elle avait réussi à manipuler une mère pour qu'elle sacrifie sa santé sur l'autel de sa cupidité. Elle avait transformé l'acte d'amour le plus pur en une sordide transaction commerciale. La porte du bloc opératoire était fermée. Le silence était presque total, seulement rompu par le ronronnement des machines. Je fermai les yeux, envoyant une prière silencieuse. S'il vous plaît. Faites que ça marche. S'il vous plaît. Léo. Mon courageux petit espion. Arrive. Le stylo toucha le papier. L'infirmière s'approcha avec la seringue. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. C'était la fin. D'une manière ou d'une autre, tout allait se terminer dans les prochaines secondes. Et c'est à ce moment précis que j'entendis un bruit sourd. Un choc contre la porte, suivi de cris étouffés. Mes yeux s'ouvrirent d'un coup. Le visage de Chloé, de l'autre côté de la vitre, passa du triomphe à la confusion, puis à une panique glaciale. La porte du bloc opératoire s'ouvrit à la volée avec une violence inouïe. Le son déchira le silence stérile de la pièce. Toute l'équipe chirurgicale sursauta, se retournant comme un seul homme. Un courant d'air froid balaya la salle, faisant frissonner ma peau exposée. Et là, dans l'embrasure de la porte, se tenait mon petit-fils de 9 ans, Léo. Il était essoufflé. Ses joues rouges. Sa poitrine se soulevant rapidement. Il avait dû courir à travers tout l'hôpital. Son uniforme d'école était en désordre. Une basket était défaite. Dans sa main, serré si fort que ses jointures étaient blanches, il tenait le vieux téléphone portable. Derrière lui, une infirmière essayait de le retenir, criant « Mon petit !» Non. Tu n'as pas le droit d'être là. Mais Léo l'ignora. Ses grands yeux, remplis d'un mélange de peur et d'une incroyable détermination, me trouvèrent sur la table. Mamie. Sa voix, bien que tremblante, résonna dans le silence stupéfait de la salle. Il fit un pas en avant, ignorant les médecins figés sur place. Arrêtez.
N'écoutez pas ma mère. Il se tourna vers le docteur Fournier, son petit corps faisant face à l'autorité de toute l'équipe médicale. Je dois dire à tout le monde pourquoi papa a vraiment besoin de ton rein. La bombe était lâchée. Le temps sembla s'arrêter. Le seul son était le bip affolé du moniteur cardiaque, qui enregistrait la course folle de mon propre cœur. J'avais réussi. Nous avions réussi. La dernière scène de leur pièce de théâtre venait de commencer. Mais le scénario n'était plus le leur. C'était le nôtre. Le silence qui s'abattit sur la salle d'opération était plus assourdissant que n'importe quel cri. L'équipe médicale était figée. Les instruments en suspens. Tous les regards étaient tournés vers le petit garçon qui se tenait au milieu de la pièce comme un jeune David face à une armée de Goliath. Le docteur Fournier, après un instant de stupeur, fut le premier à réagir. Il enleva son masque chirurgical, révélant un visage empreint de confusion et d'une extrême gravité. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il. Sa voix calme mais tranchante, s'adressant plus à l'air qu'à quiconque en particulier. Puis, son regard se posa sur Léo. « Parle, mon garçon. Nous t'écoutons. » De l'autre côté de la vitre, Chloé était méconnaissable. Son masque de composure s'était brisé en 1000 morceaux. Elle frappait la vitre avec ses poings, son visage déformé par la panique. Ne l'écoutez pas. C'est un menteur. Julien l'a manipulé. Sortez-le de là. Ses cris étaient perçants, hystériques, mais ils étaient étouffés par le verre épais, la transformant en une vision de pure fureur muette. Personne ne lui prêta attention. Léo ne la regarda même pas. Il avança d'un pas, ses petites jambes tremblantes, et tendit le téléphone au docteur Fournier. « Écoutez. S'il vous plaît. C'est ma maman. » Le docteur Fournier prit le téléphone. Léo, d'un doigt mal assuré, appuya sur l'écran. La voix chuchotée de Chloé emplit la salle, étrangement claire dans le silence. Après la greffe, les résultats des tests seront parfaits. Ne t'inquiète pas. Cette vieille n'osera pas refuser. Ce résultat vaut 100 fois plus. Un frisson collectif parcourut la pièce. Je vis une infirmière porter la main à sa bouche, ses yeux écarquillés d'horreur. Le docteur Fournier devint livide. Son regard passa de l'écran du téléphone à mon visage, puis à la silhouette déchaînée de Chloé derrière la vitre. Une compréhension terrible commençait à poindre dans ses yeux. « Ce n'est pas tout, » dit Léo, sa voix gagnant en assurance. Il fit défiler les images sur l'écran. Il y a aussi ça. Les photos du carnet noir apparurent. Les dates. Les doses. Les observations cliniques de l'empoisonnement d'Adrien. Le docteur Fournier se pencha sur le petit écran, ses sourcils froncés en une ligne dure. Il n'avait pas besoin de comprendre tout le contexte pour reconnaître la nature de ce qu'il voyait, le suivi méthodique de l'administration d'une substance. « Mon Dieu !» murmura un assistant chirurgien à côté de lui. Puis Léo lança la vidéo. La scène granuleuse du parking. L'échange du sac et de l'enveloppe. C'était la preuve finale. Le lien tangible entre Chloé et le monde criminel. À cet instant, la porte s'ouvrit à nouveau. Julien rentra, suivi de près par 2 agents de police en uniforme. Il n'avait pas attendu. Il avait tout chronométré à la perfection. « C'est elle ?» dit Julien d'une voix forte et claire, en pointant du doigt Chloé qui s'était figée derrière la vitre. Le visage exsangue. Chloé Morel. Elle empoisonne mon frère depuis des mois avec un produit expérimental pour provoquer une insuffisance rénale. Cette opération est une fraude pour collecter des données cliniques. La déclaration de Julien,
combiné aux preuves sur le téléphone, eut l'effet d'une déflagration. Le docteur Fournier se redressa, une fureur froide et professionnelle dans les yeux. Il se tourna vers l'anesthésiste. Retirez cette perfusion. Immédiatement. Puis, il se dirigea vers la porte du bloc. Annulez l'opération. Personne ne touche à cette patiente. Il ouvrit la porte qui donnait sur le couloir. La voix de Chloé, maintenant audible, était stridente. C'est un complot. Ils sont tous contre moi. Adrien? Mon amour? Dis-leur. Les agents de police entrèrent dans le couloir d'observation. Les Dubois, qui s'étaient tenus en retrait, blêmes et tremblants, tentèrent de s'interposer. Il doit y avoir une erreur? Messieurs, commença monsieur Dubois d'une voix faible. Mais l'un des policiers sortit le rapport d'analyse de la pilule que Julien leur avait fournie. Un composé néphrotoxique expérimental. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Monsieur Dubois? Nous avons des raisons de croire que vous êtes complice de tentatives de meurtre et d'essais cliniques illégaux. Le mot meurtre fit taire toute protestation. Madame Dubois laissa échapper un petit cri et s'affaissa contre le mur. Chloé, voyant que tout était perdu, tenta une dernière manœuvre désespérée. Elle se jeta vers la chambre de préparation d'Adrien. Adrien. Mais Julien fut plus rapide. Il lui barra le passage, son corps formant un mur infranchissable. Tu ne l'approcheras plus. Jamais. Lâche-moi. Hurla-t-elle. Le griffant. Le frappant. Elle n'était plus la femme sophistiquée et calculatrice. Elle était un animal pris au piège. Sauvage et dangereux. Les policiers la maîtrisèrent rapidement. Alors qu'il lui passait les menottes, son regard croisa le mien à travers la porte ouverte. Il n'y avait plus de haine. Plus de calcul. Seulement un vide terrifiant. Le vide de quelqu'un dont le monde venait de s'anéantir. Vous avez tout gâché? Siffla-t-elle dans ma direction. Alors qu'on l'emmenait. J'étais si proche. Les Dubois furent emmenés également. Silencieux et vaincus. Le couloir, autrefois rempli de tension et de faux-semblants, se vida lentement, ne laissant derrière lui qu'un silence pesant. Je restai allongé sur la table d'opération. Une infirmière vint détacher doucement mes bras. Une autre me couvrit d'une couverture chaude. Je tremblais de partout. Non pas de froid, mais à cause du choc et du relâchement soudain de moi de tension. Léo courut vers moi. Il grimpa sur le petit tabouret à côté de la table et me serra dans ses bras. Son petit visage enfoui dans mon cou. Il pleurait. De vrais sanglots d'enfant qui avait porté un fardeau trop lourd. C'est fini. Mamie. Sanglotait-il. On a gagné le jeu d'espion. Je le serrai contre moi. Mes propres larmes coulant enfin. Des larmes de soulagement. De chagrin et d'un amour infini pour ce petit garçon. Oui. Mon chéri. Murmurai-je en lui caressant les cheveux. Tu nous as tous sauvés. Tu es mon héros. Julien s'approcha. Le visage meurtri par l'émotion. Il posa sa main sur mon épaule. Nos regards se croisèrent. Et nous n'avions pas besoin de mots. Nous avions traversé l'enfer ensemble. Et nous en étions sortis. Le docteur Fournier revint vers moi. Son visage était encore grave. Mais la colère avait fait place à une sorte de respect mêlé de remords. Madame Morel. Je n'ai pas de mots. Je suis profondément désolé. Nous avons failli commettre une erreur irréparable. Votre courage. Et celui de votre petit-fils. Il secoua la tête. Visiblement ébranlé. Nous allons nous occuper d'Adrien immédiatement.
Nous allons lancer un protocole de détoxication et évaluer les dégâts. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Merci. Docteur. Réussis-je à articuler. Alors qu'on me ramenait dans une chambre normale. Loin de l'acier froid du bloc opératoire. J'entendis une voix faible appeler depuis la chambre voisine. Maman. C'était Adrien. Il avait tout entendu. Les cris. Les accusations. Le monde qu'il connaissait. L'amour en lequel il croyait. Venait de voler en éclats. Je savais que la partie la plus difficile ne faisait que commencer. La guérison physique serait longue. Mais la guérison des blessures de l'âme, celle de la trahison, serait une épreuve encore plus grande. Et nous devrions la traverser ensemble. Les jours qui suivirent furent un tourbillon confus de déclarations à la police, de rendez-vous avec les médecins et d'un silence pesant qui s'était installé dans les ruines de notre famille. Le scandale éclata dans la presse locale, réseau d'essais pharmaceutiques illégaux démantelé à l'hôpital de Lyon. Une famille au cœur du drame. Les visages de Chloé et de ses parents étaient partout. Leur chute fut aussi spectaculaire que leur arrogance avait été grande. On apprit que leur plan était bien plus vaste, ils avaient déjà fait plusieurs victimes dans d'autres régions. Des patients vulnérables dont les maladies soudaines n'avaient jamais été correctement expliquées. Adrien n'était que le dernier maillon de leur chaîne de cupidité. Ma priorité, cependant, n'était pas la justice qui suivait son cours. C'était Adrien. Il fut transféré dans une unité de soins intensifs spécialisée en toxicologie. Les médecins commencèrent un traitement lourd pour éliminer le poison de son organisme. Les premières semaines furent critiques. Il était faible, souvent confus, et luttait non seulement contre les séquelles physiques, mais aussi contre le poids de la vérité. La première fois que je pus lui parler sans qu'il soit sous l'effet de sédatifs puissants, il ne me regarda pas. Il fixait le mur blanc de sa chambre d'hôpital. Ses yeux vides. Tout était un mensonge. N'est-ce pas? Murmura-t-il. Sa voix était à peine un souffle. Chaque mot. Chaque baiser. Tout. Je m'assis sur le bord de son lit et pris sa main. Elle était frêle et froide. Je suis là. Adrien. Julien est là. Nous sommes réels. Il secoua la tête. Des larmes silencieuses coulant sur ses tempes. J'ai été si aveugle. Je t'ai laissé tomber. Maman. J'allais te laisser. J'allais te laisser te sacrifier pour son mensonge. Comment pourras-tu me pardonner? Il n'y a rien à pardonner, dis-je doucement, en serrant sa main. Tu étais une victime. Tout comme moi. L'amour nous rend parfois aveugles. Mais il ne nous rend pas coupables. L'important, maintenant, c'est que tu te battes. Batte-toi pour guérir. Fais-le pour moi. Pour Julien. Pour Léo. La guérison fut lente et ardue. La dialyse était épuisante. Mais peu à peu, ses reins recommencèrent à fonctionner. La couleur revint sur ses joues. La lumière, lentement, revint dans ses yeux. Julien était à ses côtés chaque jour, l'encourageant, le faisant rire avec des blagues de chantier, reconstruisant le lien fraternel que la maladie et les mensonges avaient failli détruire. Léo vint vivre avec moi. La maison de ses parents avait été placée sous scellé. Et Adrien n'était pas en état de s'occuper de lui. Le retour de Léo dans ma petite maison fut comme un rayon de soleil après un long hiver. Il était encore un enfant. Et malgré l'horreur qu'il avait traversée, son innocence cherchait à refaire surface. Nous passions nos après-midi dans le jardin, à planter des tomates, à jouer avec ses petites voitures. Nous ne parlions presque jamais de ce jour-là. Mais son ombre planait. Parfois, la nuit,
Je l'entendais pleurer dans son sommeil. Et j'allais le réconforter, le berçant jusqu'à ce qu'il se calme. Nous guérissions ensemble, lui et moi. Quelques mois plus tard, le procès eut lieu. Je fus appelée à témoigner. Assise à la barre, face à Chloé qui me regardait avec des yeux vides et sans remords, je racontais notre histoire. Je parlais de ma peur, de mes doutes, et de la force que j'avais trouvée dans l'amour de mes autres enfants. Quand ce fut le tour d'Adrien, il se leva. Encore fragile. Mais sa voix était ferme. Il ne parla pas d'elle avec haine, mais avec une immense et profonde tristesse. Il parla de la trahison de la confiance, la blessure la plus profonde de toutes. Chloé et ses parents furent condamnés à de lourdes peines de prison. La justice avait été rendue, mais cela n'apportait pas de joie. Seulement un sentiment de clôture. Un chapitre sombre de notre vie était enfin terminé. 1 an après l'opération qui n'a jamais eu lieu, la vie avait repris un cours plus paisible. Adrien était rentré à la maison. Il ne pourrait plus jamais travailler dans le bâtiment. Ses reins resteraient fragiles à vie. Mais il était vivant. Il avait commencé une formation pour devenir comptable. Un travail calme, loin de la poussière et de l'effort physique. Il avait la garde exclusive de Léo. Et ensemble, ils réapprenaient à être une famille. Un dimanche après-midi, nous étions tous réunis dans mon jardin. Le soleil était chaud. Les tomates que Léo et moi avions plantées étaient rouges et mûres. Adrien était assis sur un banc, aidant Léo à réparer sa bicyclette. Julien, lui, était en train d'installer une nouvelle balançoire qu'il avait construite. Je les regardais, mon cœur débordant d'une gratitude si intense qu'elle me serrait la gorge. Je poussai le fauteuil roulant de Jean à l'ombre du vieux chêne. Il était comme toujours, silencieux, son regard perdu dans le lointain. Je lui pris la main. Elle était chaude sous le soleil. Tu vois, Jean, murmurai-je. Nous avons réussi. Ils sont là. Ils sont en sécurité. Je lui racontai la scène. Le rire de Léo quand Julien le poussa sur la nouvelle balançoire. La concentration d'Adrien en montrant à son fils comment resserrer une vis. C'était simple. C'était ordinaire. Et c'était la chose la plus précieuse au monde. Alors que je parlais, je sentis une pression sur ma main. Une pression faible, mais indubitable. Je baissai les yeux. Jean avait tourné sa tête. Juste un peu. Et il me regardait. Pour la première fois depuis des années, il ne regardait pas à travers moi. Il me voyait. Dans ses yeux, je vis une lueur de compréhension, et peut-être même de fierté. Une larme unique roula sur sa joue parcheminée. Je me penchai et posai mon front contre le sien, fermant les yeux. Les rires de mes enfants remplissaient l'air. Le soleil réchauffait ma peau. À cet instant, je compris que la force d'une mère ne résidait pas dans le sacrifice aveugle, mais dans le courage de se battre pour la vérité. J'avais failli tout perdre, y compris moi-même. Mais en me battant, j'avais tout regagné. Ma voix, ma dignité et ma famille. Non pas une famille parfaite, mais une famille réelle, brisée et recollée, rendue plus forte par les cicatrices mêmes qui auraient dû la détruire. Et c'était plus que suffisant. C'était tout. L'histoire que vous venez d'entendre a été modifiée dans ses noms et ses lieux pour protéger l'identité des personnes impliquées. Nous ne la racontons pas pour juger, mais dans l'espoir que quelqu'un écoute et prenne le temps de réfléchir. Combien de mères souffrent en silence au sein de leur propre foyer? Je me demande sincèrement si, à ma place, que feriez-vous?
Choisiriez-vous de vous taire pour préserver la paix ou oseriez-vous tout affronter pour retrouver votre voie? Je veux connaître votre opinion. Car chaque histoire est comme une bougie qui peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse toujours. Et je suis convaincu que le courage nous mène à des jours meilleurs.